parler du bilan judiciaire des comparutions immédiates après les violences urbaines de samedi soir. Je vous fais un petit topo, quelques chiffres quand même pour placer bien le débat. 721 mesures de garde à vue, on s'en souvient. 65 suspects qui ont été présentés à la justice à l'issue de ces gardes à vue. 6 d'entre eux sont à cette heure où je vous parle incarcérés et 3 ont été condamnés à de la prison ferme, 12 à de la prison avec sursis. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui disait il faut être intraitable, plus jamais ça. Vous vous souvenez aussi de la procureure de Paris qui avait dit non mais intraitable, fermeté absolue, de l'exemplarité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est à la hauteur des mots qu'il y a pu y avoir? Pas du tout. Thomas Bonnet. Évidemment pas. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu aux condamnations qui avaient suivi la finale l'an dernier, la demi-finale aussi il y a quelques mois. Et en fait, à chaque fois, c'est le même refrain, c'est-à-dire qu'on nous promet qu'on va être intraitable, que les faits sont inqualifiables. C'est ce qu'avait dit le président de la République. Et puis, dans la traduction judiciaire, ça veut juste dire des peines de travaux d'intérêt général, des peines de prison avec sursis, des peines de prison ferme, certes, mais moins d'1 an. Donc, en fait, vous n'allez pas derrière les barreaux. Vous savez, beaucoup de psychologues, de psychiatres, je pense à Maurice Berger notamment, qui a très bien expliqué qu'il fallait condamner rapidement et de manière même des peines courtes, mais il fallait faire comprendre aux auteurs de ces faits qu'il fallait qu'il y ait une condamnation, une punition dans la foulée. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ne nous étonnons pas si l'an prochain, et on le souhaite, le PSG remporte à nouveau la Ligue des Champions, on aura sans doute les mêmes images puisque personne n'aura été dissuadé de recommencer. On va vous entendre Jean-Michel Salvatore, mais écoutez justement Laure Becquot, la procureure de la République de Paris, qui avait prôné la fermeté. Pour les faits les plus graves, je veux le dire, nous ne lâcherons rien. À l'égard de ces événements, la politique pénale que j'entends pratiquer à Paris est une politique pénale de fermeté et de renoncement à toute excuse qui est injustifiable en la matière. Jean-Michel Salvatore, vous vous souvenez de ces mots? Est-ce que le parquet peut encore faire appel? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça aura lieu? Parce qu'il y a quelques jours encore. Là. Alors, on va voir, mais moi je crois quand même qu'il s'est passé quelque chose dans l'opinion publique à cette occasion-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une pression extrêmement forte de l'opinion publique pour que l'angélisme s'arrête. Entendre par exemple hier Sébastien Lecornu et Laurent Nunez parler du principe du casseur-payeur, évoquer éventuellement des retenues sur les prestations sociales. Oui, très honnêtement, jusqu'à présent, c'était vraiment le discours du Rassemblement national, des Républicains et de quelques autres. Et là, pour la première fois, moi, j'ai véritablement l'impression qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a cette idée quand même que les Français le demandent. Mais ça ne s'est pas traduit judiciairement. Non, d'accord, si vous voulez. Mais je pense que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il y a un avant et un après. Moi, il me semble. Je le crois vraiment. Et quand on écoute, par exemple, Karine Le Marchand, c'est intéressant, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, c'est vraiment une animatrice de télévision très proche des gens, etc. Mais quand vous écoutez son coup de gueule, je pense que ça a une vraie signification et je pense qu'elle représente énormément de Français et il me semble que les politiques ne peuvent plus passer à côté. Oui, mais judiciairement, ça n'a pas été le cas et ils n'ont pas de levier pour agir sur la justice. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est vrai que les déclarations du président de la République ne suffisent pas. Et très honnêtement, moi, ce que j'attends d'un président de la République, c'est pas d'être le premier supporter d'une équipe de football, en recevant cette équipe de football, en allant à Clairefontaine, encourager l'équipe de France. Moi, ce que j'attends d'un président de la République, c'est qu'il assure le bon fonctionnement des institutions et donc de la police et de la justice. Et je trouve hallucinant de voir que finalement, à quoi a passé Emmanuel Macron dimanche dernier, à fêter la victoire, à encourager le PSG, à préparer son escapade à Clairefontaine pour l'équipe de France, mais absolument pas à s'occuper de toutes les défaillances qu'on a pu observer. En vertu de la séparation des pouvoirs, entre autres, Emmanuel Macron n'est pas dans les tribunaux. Et vous avez vu les peines qui ont été prononcées, oui. Et les magistrats disent, oui, mais attendez, il y avait beaucoup de casiers judiciaires vierges, ce qu'on appelle des primo-délinquants, et il n'y a pas de place de prison. Oui, mais alors peut-être que là, il faut changer la loi, et je pense que ça, c'est le rôle du politique de le faire. Il faut peut-être mettre des peines planchées, parce qu'on voit bien que tous les prétextes sont bons pour relâcher les gens.
Bon. Et donc là, puisque les magistrats n'arrivent pas, ont la main qui tremble d'une certaine façon, soit pour des raisons idéologiques, soit parce que les prisons sont pleines, soit que sais-je. Bon, là, je pense qu'il faut que le législateur prenne ses responsabilités et qu'il y ait des lois beaucoup plus fermes et notamment des peines planchées. Thomas Bonnet. Parce qu'on ne peut pas être intraitable, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, quand vous ne pouvez pas mettre les gens en prison parce qu'il n'y a pas de place. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison. On atteint difficilement les 5 000 au bout de 10 ans de ses 2 mandats. Donc effectivement, c'est un échec XXL du président de la République sur cette question-là, sur beaucoup de questions, mais sur cette question-là d'abord. Ensuite, je suis d'accord avec Jean-Michel, il y a sans doute une évolution dans l'opinion, même peut-être dans la classe politique, et on va y revenir, mais les juges sont peut-être aussi totalement hermétiques à ça. Au contraire, eux, ils se disent, attendez, nous sommes les garants de l'état de droit, puisque c'est le mot qu'ils ont à la bouche en permanence, et donc on va juger individuellement chacun des individus qui sera présent devant nous, et c'est vrai, il n'a pas de casier judiciaire, c'est la première fois qu'on l'attrape, donc effectivement, on va le remettre en liberté, c'est sans doute ça qui traverse leur esprit. Or, moi, je pense que quand vous attaquez un policier, avec un mortier, avec quoi que ce soit, vous attaquez un policier, vous atteignez à l'intégrité physique d'un policier, c'est prison. Il n'y a même pas une seule seconde de question à se poser. Dans quel état au monde on accepte que nos policiers soient blessés ? Il y a eu plus de 200 policiers et gendarmes blessés. Enfin, il faut se rendre compte d'ailleurs, d'un point de vue politique, je ne comprends pas que ni le président de la République, ni même le Premier ministre n'aient fait un déplacement, ne serait-ce que d'ordre symbolique, pour aller rendre visite à ces policiers qui ont été blessés. Vous vous rendez compte ? Plus de 200 policiers blessés. Il faut se rendre compte en ordre de grandeur ce que ça signifie dans la capitale de la France d'avoir autant de policiers et de gendarmes qui ont été atteints. Alors, il est la question des réparations. Écoutez Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée d'Europe 1 ce matin. Elle soutient la volonté du gouvernement de faire supporter aux casseurs le coût des dégradations. Le Premier ministre a dit une chose très simple. Ce sont ceux qui cassent doivent payer, y compris lorsque ça amène l'État à prélever les sommes dues sur les allocations sociales. Donc, encore une fois, aucun tabou là-dessus. Concrètement, on peut le faire là demain. Le Premier ministre a demandé au ministre compétent de préparer les textes, là encore, pour que ça soit possible. Plus personne ne comprend que l'immense majorité paie, dans un contexte budgétaire par ailleurs extrêmement contraint, pour des agissements intolérables d'une minorité. Alors, on va revenir sur la question des prestations sociales, mais Jean-Michel Salvatore, est-ce que ça n'existe pas déjà, les dommages et intérêts ? Si, mais il faut une vraie volonté politique pour que les lois soient durcies et pour que le principe soit celui-là, si vous voulez. Et je pense que, entendre la porte-parole du gouvernement tenir ces propos-là, excusez-moi, mais c'est quand même assez nouveau. On n'avait jamais entendu un propos aussi clair. Alors, on se souvient quand même de Gabriel Attal, quand il avait dit, bon voilà, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Mais c'était un discours à l'Assemblée nationale, c'était lors de son discours d'investiture, mais il n'y avait pas, si vous voulez, quelque chose de trop précis. Là, on voit bien que Mme Bréjon explique qu'il va falloir changer la loi et qu'il va falloir s'adapter pour sévir, parce que ça n'est plus possible. Et moi, je trouve que là, franchement, il y a une évolution. Mais est-ce qu'ils le feront ? Vous avez vu Michel Barnier qui a réagi en disant l'incantation c'est bien, l'action c'est mieux. Thomas Bonnet. Moi, j'ai un peu moins d'entrain que vous, Jean-Michel, c'est-à-dire que on nous a promis tu casses, tu répares. En fait, c'est tu casses, tu repars, et tu repars libre du tribunal. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les faits. C'est pas mal ça. Voilà, c'est ça. Là. Parce que pardon, on est au mois de juin 2026 et ça vous intéresse. On semble découvrir en juin 2026 que peut-être ce serait une bonne idée de faire payer les casseurs. Mais on n'y avait jamais pensé. Moi, j'ai souvenir d'Elisabeth Borne après les émeutes de 2023 qui avait réuni, je crois, 500 élus locaux à peu près pour déjà essayer d'un peu tirer les conclusions de cette période des émeutes de juin 2023. Et déjà à l'époque, il avait été question d'engager la responsabilité financière de ceux qui avaient été auteurs des dégradations. On n'en a jamais vu la couleur. Au contraire, on a eu cette magnifique idée qui avait germé dans les esprits hors sol de Bercy. Vous savez, cette surtaxe d'assurance de 5% qui avait été imaginée pour couvrir justement les frais des émeutes. C'est-à-dire, vous payez par vos impôts, mais c'est pas encore assez, donc on va rajouter sur vos assurances 5%. Heureusement, l'idée a été enterrée parce qu'elle avait provoqué un tollé. Mais ce que l'on constate jour après jour, c'est qu'il y a en effet de bonnes paroles. Moi, je pense que là aussi, je suis comme Jean-Michel, Sébastien Lecornu a le sens politique qui convient pour dire qu'en effet, ce n'est plus acceptable. Et je rejoins d'ailleurs le coup de gueule de Karine Le Marchand. Mais j'attends de voir dans les actes. Je pense qu'il ne se passera rien avant l'élection présidentielle parce que, vous savez, c'est facile à dire, mais concrètement, ça veut dire quoi sur les prestations sociales ?
social. Quelle forme ça pourrait Donc, prendre? par exemple, vous allez voir une famille d'un mineur de 16 ans, mettons, qui a cassé un abribus dans Paris. Mettons que le préjudice est estimé à 80 000 euros. Donc 80 000 euros, vous allez faire porter cette somme sur les prestations sociales d'une famille. Mettons une famille qui vit dans un logement social. Donc par exemple, vous pouvez l'exclure du logement social. Ça pose quand même un certain nombre de questions, mais pourquoi pas? Moi, je suis pour que la solidarité nationale s'arrête à des personnes qui respectent la loi. Donc en effet, on peut se poser la question. Mais ensuite, vous allez raboter 500 euros de prestations sociales par mois. Vous allez plonger cette famille-là dans la difficulté. Donc vous allez avoir toutes les associations qui vont monter au créneau. Ça va devenir très compliqué. Donc en fait, dans les faits, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'on peut, malgré tout, y parvenir. S'il faut payer pendant 40 ans, il faut payer pendant 40 ans, même si c'est une petite somme. Mais symboliquement, il faut que ce soit l'auteur des faits de dégradation qui paye. Il n'y a aucune raison que ce soit vous, Clélie, moi qui payons. Il n'y a aucune raison qu'on paye les dégradations commises par certains voyous. Jean-Michel Salvatore. Alors, je suis d'accord avec Thomas, mais évidemment que ça va être compliqué. Évidemment que c'est pas par une loi qu'on va tout régler, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Mais moi, ce qui me semble important, c'est que, en fait, jusqu'à présent, la culture de l'excuse, c'était vraiment l'idéologie dominante. La culture de l'excuse, c'était vraiment la clé des décisions judiciaires et aussi la clé de certains discours politiques qui allaient jusqu'au centre. Bon, et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui change. Et comme on est en période présidentielle ou pré-présidentielle, évidemment que chaque candidat va se déterminer et chaque candidat va faire des propositions et je pense que ça fera partie des critères importants de choix des Français.